Le décret de promulgation du texte de la nouvelle constitution a été signé aujourd'hui en Conseil des ministres. La campagne référendaire va démarrer le 20 octobre. Neuf cliniques mobiles et 2 services médicaux d'urgence vont parcourir le pays pour offrir des soins de proximité aux populations. La première dame a procédé au lancement de la cérémonie de mise en circulation de ces cliniques mobiles. Près de 10 000 personnes souffrent de rhumatisme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le rhumatisme. La prévention est mise en avant. Les députés burundais ont approuvé le projet de loi en faveur du retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Le vote a eu lieu 6 mois après la déclaration de la procureure de la CPI d'enquêter sur les violences au Burundi. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le samedi 22 octobre prochain que va démarrer le lancement de la campagne pour le référendum. L'information a été donnée lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Un décret portant publication du projet de constitution a aussi été adopté. Le référendum constitutionnel, lui, aura lieu le dimanche 30 octobre prochain. Viviane Naïm. Après l'adoption mardi par l'Assemblée nationale du projet de nouvelle constitution, le Conseil des ministres de ce mercredi 12 octobre, au lendemain du vote des députés, a démarré dans une ambiance de grande satisfaction. Après donc le feu vert des députés, le président de la République a signé le décret de publication du projet de nouvelle constitution. Ce document dit décret numéro 2076-771 du 12 octobre 2016 portant publication du projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres donc décrète que le projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire, soumis au référendum du 30 octobre 2016, annexé au présent décret, est publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et la secrétaire générale du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République, fait à Abidjan le 12 octobre 2016. Les prochaines étapes sont la campagne référendaire et l'organisation pratique du vote de la population. S'agissant de la campagne référendaire, le président de la République a fixé le lancement au 22 octobre. Je procéderai au lancement de la campagne référendaire le samedi 22 octobre prochain à Abidjan, en compagnie de mon aîné, le président Bédié. Nous rencontrerons ensuite ensemble les rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro le lundi 24 octobre. Et bien évidemment, je compte me rendre à Bouaké le jeudi pour pouvoir clôturer, si je puis dire, mon message à la nation concernant la campagne de référendum. Je voudrais insister pour dire que le référendum n'est pas une campagne présidentielle en tant que telle. Le président de la République s'adresse à son peuple et demande qu'il lui donne son opinion sur ce qui lui est proposé. Concernant les modalités pour la tenue du scrutin, 8 décrets ont été pris par le Conseil des ministres. Le premier porte convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue du référendum pour l'adoption de la Constitution. Ainsi, le collège électoral ivoirien est convoqué le dimanche 30 octobre 2016. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. Le deuxième décret porte définition des spécifications techniques des cartes d'électeurs, des matériels et documents électoraux et fixe la modalité d'établissement des cartes d'électeurs et le nombre de bulletins de vote. Le troisième décret fixe la durée de la campagne. Ainsi, il est indiqué que la durée de la campagne référendaire est fixée à 7 jours.
La campagne est ouverte le 22 octobre 2016 à 0 heure et close le 29 octobre 2016 à minuit. Le 4e décret fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse des partis et groupements politiques. Le 5e décret détermine la liste des lieux et bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ainsi, le vote se déroulera dans 10 500 lieux de vote et dans 20 024 bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, un lieu de vote pouvant abriter plusieurs bureaux de vote. Le 6e décret porte organisation, fonctionnement des bureaux de vote. Il faut dire qu'après leur création, il y a besoin donc d'indiquer le nombre d'agents, leurs responsabilités, le type d'équipement à mettre à la disposition du bureau, etc. Donc tout cela est prévu par ce 6e décret. Le 7e décret porte réquisition de fonctionnaires et agents de l'État y assimilés, notamment toute personne rémunérée par l'État peut être réquisitionnée pour prendre part aux opérations de vote. Et le 8e décret fixe les modalités de vote des Ivoiriens de l'étranger. Si l'actualité nationale reste dominée par le référendum, le Conseil des ministres avait également inscrit à son ordre du jour le dossier de la libéralisation du secteur de l'électricité au plan national. 6 décrets ont été pris par le Conseil pour mettre fin au monopole dans ce secteur. Ces décrets précisent les conditions, modalités dans lesquelles se dérouleront désormais les activités de développement des énergies nouvelles et renouvelables, organisent le cadre stratégique de la maîtrise de l'énergie de l'autoproduction et définissent les règles de fixation et de révision des tarifs de vente de l'énergie électrique. En outre, il est mis en place un nouvel organe de régulation, plus fort, plus indépendant du secteur de l'électricité, dénommé ANARE-CI, investi de pouvoirs plus étendus de décision, d'injonction, d'enquête et de sanctions, de façon à permettre une meilleure régulation du secteur de l'électricité. Il s'agit pour le gouvernement donc d'assurer l'indépendance énergétique de notre pays, tout en créant les conditions économiques qui permettent la rentabilisation des investissements réalisés et tout en permettant également la protection des droits des consommateurs. Au volet social, le Conseil a mis l'accent sur la lutte contre les nuisances sonores. Des sanctions seront prises à l'encontre des personnes qui perturbent la quiétude de leur voisinage. Ici sera mis en place un organe chargé justement d'enregistrer toutes les plaintes des populations. Les mesures de sûreté pourront aller de la confiscation de l'objet ayant servi à commettre le bruit à la suspension jusqu'à l'interdiction de l'activité professionnelle, commerciale, artisanale et culturelle à l'origine du bruit incriminé. Athlètes et encadreurs de la délégation ivoirienne aux Jeux paralympiques de Rio 2016 seront fêtés dans les prochains jours. Les médaillés ivoiriens à ces Jeux recevront distinctions et récompenses équivalentes à celles des médaillés des Jeux olympiques, a décidé le Conseil des ministres. C'est donc le samedi 22 octobre que va démarrer le lancement de la campagne pour le référendum. La commission électorale indépendante, elle, a remis la liste électorale définitive aux partis et aux groupements politiques. Et les 6 311 électeurs sont répartis dans 20 024 bureaux de vote, comme le porte-parole du gouvernement vient de le dire. La distribution des cartes d'électeurs aura lieu entre le 15 et le 27 octobre. 952 972 électeurs sont concernés. Le reportage de Hamza Diaby. Les représentants des partis politiques reçoivent ici la liste électorale définitive 2016. Mais avant, le vice-président de la CEI, Gervais Koulibaly, leur a dressé le bilan des opérations antérieures. Nombre total d'inscrits, 6 318 311, dont 3 189 559 hommes, soit 50,48%, et 3 128 752 femmes, soit 49,52%. Je rappelle que la liste électorale définitive 2015 comportait 6 300 142
électeurs. Cette année, nous avons 6 318 311 électeurs. Tous ces électeurs sont répartis dans 20 024 bureaux de vote, eux-mêmes situés dans 10 500 lieux de vote. Quelles sont les prochaines étapes du processus? Nous avons commencé à produire les listes d'émargement par bureau de vote, ainsi que les cartes d'électeurs. Nous avons commencé à les produire depuis le 7 et nous pensons terminer cette production le 15 octobre. Donc nous commençons le 15 octobre la distribution des cartes d'électeurs et elle s'achèvera le 27 octobre 2016. Ce sont au total 952 972 nouvelles cartes d'électeurs qui seront distribuées. Le projet de la nouvelle constitution évoque qu'un Sénat sera créé, la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Leurs membres élus au suffrage indirect pour les 2/3. Mais qu'est-ce que le Sénat? Quel rôle vont jouer les sénateurs? Suivons ce micro-trottoir. Moi, je pense que le Sénat, en tant qu'une institution, est une très bonne chose pour des États en voie de développement. Mais pour la question relative à la Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est pas encore le moment. Je ne suis pas absolument d'accord avec ton point de vue, dans ce sens qu'aujourd'hui en Afrique, je pense que depuis 1990, beaucoup de pays ont compris un peu l'importance du Sénat. En ce sens qu'il y a eu 16 pays en Afrique qui ont institué ça dans leur constitution. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas seulement voir la forme du Sénat, mais plutôt, je dirais, le Sénat, ça devrait être en quelque sorte une assemblée qui va essayer de constituer, de consolider nos lois. Pour ma part, en ce qui concerne l'opportunité d'un Sénat en Côte d'Ivoire, il faut dire que le Sénat vient renforcer la démocratie dans notre pays. Dans la mesure où tous les membres, ou du moins une bonne partie des membres qui composent le Sénat appartiennent aux partis politiques au pouvoir. Est-ce qu'on parle là de démocratie en tant que telle? Si une grande partie des membres du Sénat appartiennent à un parti politique qui est à l'opposition, est-ce qu'il n'y aura pas encore des écarts? La véritable question qui se pose actuellement, c'est la question de l'opportunité de l'instauration d'un Sénat, sinon d'une chambre sénatoriale dans le paysage institutionnel ivoirien. Mais déjà, il va falloir se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le Sénat. Ces personnes ont donné leur définition du Sénat, vous les avez entendues. Pour être fixés une bonne fois pour toutes sur la question, nos reporters Salimata Dia et Michel Ducré nous fournissent des éléments de réponse sur la définition du Sénat. C'est une grande première dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Le projet de constitution adopté par le Parlement prévoit la création d'un Sénat, une deuxième chambre parlementaire dans la composition du pouvoir législatif. Il s'agit d'un Parlement à caractère bicaméral, une Assemblée nationale et un Sénat. Le Sénat, qu'est-ce que c'est? Le Sénat est une chambre autre du Parlement composée de sénateurs. Ce sont des représentants des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Des sénateurs qui devront voter et donner leur approbation sur les lois de la République déjà adoptées par l'Assemblée nationale. Ces législateurs peuvent également déposer des projets de loi proposés par amendement, des modifications aux textes examinés ou encore voter pour les défaire. Quelle est la particularité d'un Sénat? Le Sénat dispose d'une fonction de contrôle du gouvernement, notamment sur l'efficacité des politiques publiques et de l'emploi de l'argent public. Quel mode d'élection? Dans le projet de constitution, l'article 87 stipule: les sénateurs sont élus pour 2/3 au suffrage universel indirect. 1/3 des sénateurs est désigné par le président de la République parmi les anciens d'institutions, les anciens premiers ministres et les personnalités et compétences nationales, y compris des Ivoiriens de l'extérieur et des membres de l'opposition politique. Les sénateurs représentent, légifèrent et contrôlent. En cas de désaccord des deux chambres parlementaires, la primauté revient à l'Assemblée nationale. Sachez que les populations de Dibokro sont appelées à voter oui lors du référendum. Les enseignants républicains de cette ville ont été mandatés par le ministre Maurice Bandama pour leur expliquer le bien fondé de la nouvelle constitution. Hamza Diaby nous explique dans ce reportage comment il compte le faire.
Le ministre Maurice Kwaku Bandama à la rencontre des enseignants républicains dans le Nzi. Objectif, présenter et expliquer aux enseignants la nécessité de se doter d'une nouvelle loi fondamentale. À leur tour, ils devront porter le message aux populations. Les enseignants du RER ont donc le devoir de défendre cette nouvelle constitution. Parce qu'en tant qu'enseignants, ils sont des leaders d'opinion et leur voix porte. Ils sont des éclaireurs dans leur village, dans leur quartier. Ils ont le devoir de dire aux populations ce que cette constitution porte comme valeur. Le RER, le Rassemblement des enseignants républicains, c'est 635 sections reparties sur le territoire national. Son président, Abdoulaye Kouyaté, a promis mobiliser toute cette base en faveur du oui pour la nouvelle République. Ces 600 sections, nous allons nous faire fort de leur donner des copies de l'avant-projet de cette constitution, plus le discours de présentation de cette constitution du président de la République à l'Assemblée nationale, pour que ce soit une sorte de bréviaire pour eux, pour qu'ils s'en inspirent pour préparer leur cours. Création d'une vice-présidence, d'un Sénat, suppression de l'article 35, titre foncier détenu exclusivement par les Ivoiriens, autant de points contenus dans la nouvelle constitution que les enseignants républicains devront expliquer aux Ivoiriens. Parlons santé. 9 cliniques mobiles, 2 services médicaux d'urgence vont parcourir bientôt le pays pour offrir des soins de proximité aux populations. Et c'est la première dame qui a procédé au lancement de la cérémonie de mise en circulation de ces cliniques mobiles. Le reportage de Jérôme Kofi Abolan. Leur fonctionnement est en ce moment effectif. Il s'agit de 9 cliniques et 2 services médicaux d'urgence mobiles. C'est la première dame de Côte d'Ivoire qui a procédé ce mercredi 12 octobre 2016 au CHU de Cocody au lancement de leur mise en circulation. Aux côtés de Dominique Ouattara à cette cérémonie, à l'instar du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs autres personnalités, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour elle, ces unités mobiles sanitaires répondent aux besoins sans cesse croissants des populations en matière de santé, surtout en ce qui concerne la médecine de proximité. L'élargissement de l'accès aux soins au plus grand nombre demeure un défi à relever. C'est à juste titre qu'une importante réorganisation de notre système de santé est donc amorcée pour l'adapter aux réalités et enjeux du moment. Ainsi, en dehors des cliniques mobiles pour le dépistage de la tuberculose, de l'ulcère de Burili, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique aborde pour la première fois les soins de proximité variés et de spécialités diverses, prenant surtout en compte la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, le renforcement de la couverture vaccinale, le dépistage du VIH et une meilleure prise en charge par le traitement par les ARV. Ces unités ont pour mission d'assister les populations dans les zones de silence et en cas de sinistre et catastrophe, de mener des activités promotionnelles de santé telles que la sensibilisation de masse, le dépistage de masse, l'éducation à l'hygiène. Président la cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de saluer l'importance de ces cliniques mobiles. Il s'agit, selon elle, de la santé aux portes des citoyens, ces cliniques étant destinées à parcourir toutes les régions de la Côte d'Ivoire, conformément à leur mission. Ces cliniques mobiles représentent une véritable avancée dans la prise en charge médicale de nos concitoyens et je suis convaincue qu'elles seront d'une grande aide pour les populations. C'est de cette façon qu'il sera possible de donner un accès équitable aux soins de santé à tous. Une équipe médicale compétente pourra venir jusqu'aux malades avec le matériel adéquat en vue de leur porter assistance. La santé de nos populations a toujours été une préoccupation majeure pour moi. C'est pourquoi, depuis 1998, nous menons, par le biais de la Fondation Children of Africa, de nombreuses actions de soutien dans ce domaine qui permettent de procurer des soins de santé à de nombreuses mamans et leurs enfants. Je me réjouis donc que ces unités mobiles de prise en charge des malades puissent être une réalité sur notre territoire à compter de ce jour. 9 cliniques mobiles plus 2 services médicaux d'urgence mobile d'une valeur de plus de 2,4 milliards de francs CFA, des véhicules tels des laboratoires entièrement équipés de matériel pour accouchement,
Des soins dentaires, des vaccinations, des dépistages, pour ne citer que ça. 20 autres cliniques sont en attente pour permettre au plus grand nombre des populations d'accéder aux soins de santé comme le préconise le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les personnes qui souffrent de rhumatisme pourront aussi se faire soigner et bénéficier de conseils. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le rhumatisme, elles vont bénéficier de conseils sur les méthodes de prévention. En Côte d'Ivoire, ce sont près de 10 000 personnes qui souffrent de rhumatisme. Aurélia Droukoula et Eric Goré ont rencontré des rhumatologues qui nous parlent de la maladie. Marguerite, 72 ans, est une habituée du service de rhumatologie du CHU de Cocody. Elle souffre de douleurs répétées au dos et aussi aux pieds, ce qui constitue une entrave à son épanouissement et à son bien-être. Ça commence par ici, ça fait mal. Et puis les mains, les bras, tout ça. Les genoux, puis les pieds. Après le traitement, ça va maintenant. Au service de rhumatologie du CHU de Cocody, 200 malades souffrant de rhumatisme sont consultés en moyenne par semaine, 800 par mois et 1000 par an. Les rhumatismes sont des affections chroniques qui s'attaquent aux os, aux tendons, aux muscles et aux ligaments. Ils rendent la plupart des malades invalides, comme cette dame qui a perdu l'usage de ses pieds à 32 ans. Grâce aux soins qu'elle reçoit, elle se sent mieux. Ça fait des douleurs au niveau de mes côtes, après le dos. Après mes hanches, puis cela, j'ai commencé à sentir les pieds lourds, attraper les cuisses pour marcher. Bon, un matin, je me suis réveillée, je ne peux plus marcher. Il y a différentes formes de rhumatisme. Parmi elles, l'arthrose, appelée aussi usure de cartilage, et de l'arthrite sont les plus fréquentes. Cette affection peut survenir à tout âge et n'est pas forcément liée à la vieillesse. Dans l'arthrose, il y a l'âge qui intervient, c'est-à-dire que plus on prend de l'âge et plus l'arthrose devient fréquente. Et il y a aussi et surtout l'obésité qui est un facteur, un élément pourvoyeur d'arthrose. Il y a également les traumatismes répétés. Les rhumatismes affectent un adulte sur 4 et constituent la première cause de handicap après 40 ans. Ses conséquences sont multiples. On aura donc des difficultés à marcher du fait de la douleur. Et pour ce qui concerne les rhumatismes inflammatoires, les conséquences peuvent être mortelles. Pour mieux faire face à cette maladie, une prise en charge et un traitement sont impératifs. La prise en charge, pour ce qui concerne la douleur, va se faire avec les antalgiques de différents niveaux. De niveau 1 pour les douleurs de faible intensité. De niveau 2 pour les douleurs de moyenne intensité et de niveau 3 pour les douleurs de forte intensité. Vu le coût élevé du traitement selon les spécialistes, la prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre les rhumatismes. Il faut lutter vraiment contre l'excès de poids par un régime alimentaire bien équilibré qui évite tous les excès. L'activité sportive est conseillée, mais il faut quand même éviter les traumatismes sportifs. En Côte d'Ivoire, près de 9 000 à 10 000 personnes consultent pour une affection rhumatismale. Le pays compte 15 rhumatologues et 2 centres de rhumatologie. Ils sont situés au sein des CHU de Cocody et le CHR de Bouaké. La 14e conférence annuelle de l'Association africaine du capital investissement va se tenir à Abidjan du 3 au 5 avril 2017. Pour préparer cette rencontre, le chef du gouvernement a échangé avec le patron de l'association. Une opportunité pour le secteur privé de présenter des projets aux investisseurs. 400 à 500 investisseurs qui gèrent un portefeuille global de 2 milliards à 2 000 milliards de dollars sont attendus à cette conférence. Sachez que l'Association africaine du capital investissement est un organisme professionnel panafricain qui œuvre pour la promotion et la facilitation des investissements privés en Afrique à travers la formation, la dotation en moyens et les échanges entre membres et partenaires.
Sachez aussi que le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo a repris ce matin. Les avocats de la partie civile ont projeté plusieurs films vidéo incriminant l'ex-première dame Simone Eyive Gbagbo. Mais les avocats de l'ex-première dame ont estimé que les dites vidéos ne démontrent en rien l'implication de leur cliente poursuivie pour plusieurs chefs d'accusation. L'audience a été suspendue et reprendra le mardi 18 octobre prochain. Il n'est pas toujours aisé pour de nombreux élèves d'arriver à l'heure en classe en cause les difficultés liées au transport. La fréquence des bus est très souvent trop faible et quand les plus chanceux arrivent à l'heure à l'école, le pari n'est toujours pas gagné. Le retour à la maison est tout aussi difficile. Il faut jouer des coudes pour se faire une place dans le bus quand le bus arrive à temps. Sinon, ils attendent des heures l'arrivée d'un bus pour rentrer à la maison bien après la nuit tombée. Astou Touré nous relate le calvaire des apprenants. Tous les moyens de transport sont bons, pourvu qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Élèves ou étudiants, ils sont nombreux à parcourir des kilomètres pour rallier leurs établissements ou leurs universités. De la maison à l'école, la distance pas facile. J'ai quitté la maison à 5 h, l'arrêt de Yopougon. Quand je suis arrivé là-bas, il y a un bus qui est déjà parti. Donc je suis arrivé en retard à l'école. Il y a eu 2 heures d'absence. Alors que chez nous là-bas, 2 heures d'absence, ça fait moins de 2 sur la conduite. Il est 17h30, nous sommes à Cocody, précisément au carrefour de la vie. À un arrêt de bus se trouvent des étudiants qui, ayant fini les cours plus tôt, attendent en vain un autobus pour regagner leur domicile. Nous sommes là depuis 1h30. On attend le bus et ce n'est pas arrivé. J'attends un peu pour voir. S'il n'est pas encore arrivé, j'emprunte le bac pour pouvoir rentrer à la maison. Amandine Ouattara et ses camarades du lycée, après une longue attente devant l'école à la recherche d'un véhicule, décident de rallier à pied le carrefour de la vie pour y emprunter un autobus ou un baka. Le retour, à ce moment-là, on était obligé de marcher pour venir à la vie parce qu'il y avait beaucoup d'élèves. 18h30, aucun bus ne pointe du nez. Les élèves fatigués se laissent gagner par l'impatience. Quand arrivera le prochain bus? Qu'importe la fatigue, il faut continuer à attendre. Les moyens faisant défaut pour emprunter un autre véhicule. Je peux venir m'asseoir ici de 16h jusqu'à 18h, ou parfois 19h avant d'avoir le bus. Les conditions financières qui sont le plus souvent difficiles. Donc lorsque nous finissons les cours, nous sommes dans l'obligation d'attendre le bus pour rentrer à la maison. Cette situation n'est pas sans conséquences sur les études. Le bus vient à 20h, 20h30. Le temps d'arriver à la maison, c'est trop tard. Donc 22h, 21h30, tu arrives à la maison, tu es tout fatigué. Pour pouvoir étudier, mais tu as des problèmes. À l'université Félix Houphouët-Boigny, le constat est identique. L'angoisse se lit sur les visages. Une longue file d'attente. Ici, le mot calvaire est le quotidien de ces apprenants. Ils se réveillent à 4 heures pour certains, 5 heures pour d'autres. Les apprenants sont souvent exposés à des agressions de toutes sortes. Devant l'ampleur de la situation, certains tentent de trouver une solution, l'autostop. Ils préfèrent jouer à ce jeu malgré les risques. Je fais l'autostop souvent quand ça va pas en tout cas. Quand j'ai pas d'argent pour côté, je fais l'autostop. Élèves ou étudiants, tous n'ont qu'un rêve, celui de voir ce calvaire prendre fin. Ils proposent que le gouvernement mette à leur disposition un véhicule spécialement pour leur transport. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a offert 4 véhicules de type 4x4 au ministère de la Défense, ce dont s'inscrit dans le cadre de la contribution de la CGC à la sécurité nationale. Les clés de ces véhicules ont été remises par le vice-président de la CGC au représentant du ministre chargé de la Défense. Hors de chez nous, 3 soldats de l'armée burkinabé ont été tués dans l'attaque d'une position militaire à Intangom, une localité située dans le nord du Burkina Faso. Les assaillants n'ont pas été identifiés. Certains d'entre eux auraient réussi à prendre la fuite vers le Mali. Le Burkina Faso est visé par des attaques djihadistes dont l'une a fait au moins 29 morts à Ouagadougou, la capitale, en janvier 2016. Elle avait été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis les députés burundais ont approuvé le projet de loi en faveur du retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Ils ont pris cette décision quelques jours après que le gouvernement ait annoncé que le Burundi allait se retirer du traité de Rome, l'acte fondateur de la CPI. Le vote a eu lieu 6 mois après que la procureure de la CPI ait déclaré qu'elle allait enquêter sur les violences au Burundi. Une grave crise politique a éclaté en avril 2015 après la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat depuis
Plus de 500 personnes ont été tuées dans des troubles et plus de 200 000 ont fui le pays selon les organisations de défense des droits de l'homme. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.